Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouvelle vidéo qui est un peu à contre-pied de ce qui se passe actuellement en termes de météo pour certains d'entre vous, mais qui s'inscrit bien dans la météo normande de ces derniers jours. J'avais envie de vous présenter 4 ouvrages pour vous rafraîchir cet été, car hier, a priori, dans le sud de la France, c'était quand même caniculaire, et je me suis dit, on va quand même penser à vous qui subissez la chaleur, sachant que nous, ça fait déjà une bonne semaine qu'il pleut, et que là, il n'y a jamais eu autant de pluie depuis je sais pas combien de temps. Chacun son combat, vous grillez au soleil, nous on remplit les nappes phréatiques. J'avais envie de vous les présenter parce que je sais que l'été, il y a certaines personnes qui aiment bien lire des choses un petit peu à contre-courant, qui n'ont pas envie de lire des choses qui se passent pendant l'été, mais des choses qui se passent un peu plus pendant ces périodes de froid, et je sais pas si ça vous arrive à vous, mais moi quand j'ai un truc où ça se passe vraiment dans le froid polaire ou ce genre de choses, j'ai tendance à ressentir un petit peu le froid, voilà, de ressentir cette ambiance et tout. C'est pour ça que j'avais envie de vous les présenter. J'avais fait en 2019 une vidéo sur les lectures du froid. Normalement, c'est des livres que je ne vous ai pas présentés à l'époque parce que soit je les avais pas lus, soit je les avais pas inclus. J'ai fait le choix aussi de choisir soit du one-shot, soit une trilogie, mais des livres plutôt qui sont pas trop long à lire et facile à lire pour l'été, pour que ça reste quand même dans la détente, mais faut dire que les sujets vont être un peu difficiles, parce que souvent qui dit froid, dit dureté de la vie, dit on va souffrir. Je voulais simplement vous rappeler les dates de septembre, voilà, de dédicace, et surtout vous rappeler l'annonce de la sortie de la Foire aux Fleurs d'Or le 16 août, donc très prochainement pour vous. Donc le nouvel ouvrage des éditions Les Trois Nornes, écrit par H. Poindal et illustré par Rosanne Grosjean. C'est un livre illustré à destination des petits et des grands, en lecture du soir à des enfants, en lecture tout seul à partir de 8 ans, avec à l'intérieur du livre du vocabulaire. Donc à chaque fois qu'il y a du vocabulaire, il y a des petites définitions quand ça peut paraître un petit peu difficile. Le livre est aussi là pour essayer de donner aux enfants l'envie de découvrir un peu le vocabulaire français. Et pour les grands, comme moi, comme vous peut-être, qui aiment l'illustration, qui aiment les contes et qui aiment les beaux objets livres. Donc c'est un livre 100% fait en France, illustrateur, auteur, fabrication, ce qui est assez exceptionnel pour un livre illustré, relié, parce qu'il faut savoir que ça coûte extrêmement cher en France et qu'il n'y a pas tant d'imprimeurs que ça qui proposent ce genre de service. Donc voilà, on est sur un très beau livre qui est pensé pour être maniable, esthétique, voilà. Et je vais vous montrer la petite illustration, mais voilà, illustré avec les deux contes, celui du petit ours au poil d'or et celui de la renarde malicieuse, qui va se retrouver empêtré dans un petit problème et qui va rencontrer un peuple qui se nomme le peuple des cendres. C'est un livre qui est plutôt tourné sur la saison de l'automne et de l'hiver dans celui-ci, et ce sont deux contes magnifiques. On a des très beaux retours parce qu'il y a des gens j'ai déjà vendu le livre parce que c'est de main en main, et qui adorent, et genre les enfants sont super conquis. Donc ouais, c'est une très belle chose, et voilà, on attend vos retours pour ça, mais je remercie encore les contributeurs qui sont à la fin du livre pour votre appui, parce que sans vous, ce livre ne serait jamais sorti. Se rafraîchir en cette période caniculaire? Je vous dis ça, mais j'ai mis une chemise, et que cette nuit on était en alerte tempête, et que depuis ce matin c'est un rideau de pluie qui tombe. Plutôt de la littérature fantastique ou de la littérature, on va dire, blanche. Je vais peut-être vous présenter les deux livres qui sont le moins fantastique ou fantasy que je peux vous présenter. Le premier, c'est un livre qui m'a énormément marqué quand je l'ai lu il y a quelques années. C'est un auteur extrêmement célèbre en France. Il a écrit un autre livre que je pourrais vous conseiller aussi pour la période, parce que ça se passe aussi dans le froid. Mais ce bouquin-là, ça a été une expérience de lecture. Je m'en souviendrai sûrement toute ma vie, et j'ai adoré. Je pense que c'est un coup de cœur, ce livre, hein, parce qu'après des années, j'en ai un souvenir hyper touchant, et c'est un livre en fait qui aime les livres. Et je pense que c'est ça aussi, c'est qu'il y a beaucoup de références à la littérature. Je vous présente Dans les forêts de Sibérie, chez Gallimard, de Sylvain Tesson. C'est un des rares livres que j'ai acheté chez Gallimard, parce que Gallimard, alors je trouve que l'esthétique est très jolie, hein, c'est la représentation même de l'illustration française, du chic français en littérature, et il y a des très bons livres, mais les livres de Gallimard ont un papier qui jaunit avec le temps, donc j'ai tendance plus à acheter du poche Gallimard que les grands formats. Mais celui-ci, il me semble que je l'avais acheté en occasion à l'époque, l'autre j'avais acheté en neuf. J'avais envie de tester cet auteur parce qu'on nous en avait parlé
parlé en cours, j'avais des amis qui l'avaient lu en lettres et qui m'avaient dit faut que tu le testes parce que je pense que ça peut te plaire, et ça l'a fait, et l'autre livre qu'il a écrit aussi a été très sympa. Donc dans les forêts de Sibérie, c'est le parti pris d'un homme qui du jour au lendemain va partir de chez lui. Son rêve, et il va le concrétiser, c'est d'aller s'enfermer dans une cabane pendant 6 mois et de réfléchir à la vie. Voilà, si on peut faire court. Donc c'est ce qu'il va faire, il va partir en Sibérie, il va louer une petite cabane, il va partir là-bas mais il n'y a personne, hein. Il la loue en plein hiver, donc ça va parler de la rudesse, du froid, de comment on survit dans ces conditions-là, et c'est surtout, ça va parler de cet homme et de son amour pour la littérature. C'est un livre très dans l'introspection, sur la réflexion de soi, et il y a énormément de références à plein de classiques littéraires, la plume est simple mais super efficace, et j'avais adoré la manière dont il parlait des livres, de ce que ça lui avait apporté, et en fait quand j'ai lu ce livre-là, j'avais dit j'ai envie de faire la même chose en fait. J'ai envie de me barrer 6 mois, de couper mon téléphone, de voir personne pendant 6 mois, voilà, de refaire un confinement, mais un confinement choisi, et un confinement dans un lieu assez chouette qui est la Sibérie, voilà. Mais t'as cette envie de voyage, t'as cette envie de liberté, et en plus, au-delà de ces introspections, c'est sa vie au quotidien, et le printemps arrivant, les rencontres qu'il fait et tout ça, et là-dedans vous êtes dans le froid, c'est-à-dire que t'as la cabane, t'as les chiens, t'as la cheminée, t'as le blizzard autour, et il y a vraiment ce sentiment au cœur de l'hiver, tu vois, ce truc assez chouette, et vraiment celui-ci m'avait conquis. Mais c'est une ode un peu à la solitude et à la réflexion, vraiment, j'avais adoré, et sans être un peu trop philosophique et on n'y comprend rien, voilà. C'est un très très bon livre. Sylvain Tesson a écrit aussi un livre qui s'appelle La Panthère des Neiges, qui avait reçu le prix Renaudot, il me semble, il y a quelques temps, qui là est plutôt le rapport d'une expédition qu'il a fait avec un photographe. La panthère des neiges, c'est un animal qui existe, mais qui est un animal très difficile à observer. Il y a eu même des rumeurs comme quoi l'animal était éteint. Et donc c'est un peu l'expédition à la recherche de cet animal que personne n'a vu depuis très longtemps. Et pareil, on est ici plutôt dans les steppes, mais il fait très très froid, voilà. Et c'est la recherche de cet animal, les réflexions que ça peut poser, l'attente, la frustration et ce genre de choses. Un très très beau livre, voilà. De toute façon, Sylvain Tesson, j'en ai lu 2 de lui. J'en ai lu un 3e aussi de son voyage à cheval, c'était chez Pocket, dans les steppes en Asie, qui était magnifique, voilà, auprès de tribus. Moi j'aime bien le Tesson voyageur, je sais qu'il a écrit d'autres choses, voilà, qui plaisent ou pas, mais en fait, le nature writing c'est quelque chose qui me plaît, j'en lis pas assez, parce que c'est pas là où je vais forcément en librairie, et c'est plutôt au gré de mon envie, mais c'est un genre littéraire que j'aime beaucoup parce que ça fait voyager en restant chez soi, et ça coûte moins cher quand même de mettre 20 balles dans un livre que de payer un voyage au bout du monde, quoi. Bon, après, les expériences sont pas les mêmes, mais on fait avec ce qu'on peut quand on n'a pas les moyens, voilà. Ensuite, ça c'était un très très beau livre, c'est un classique de la littérature nordique, c'est un auteur majeur de l'Islande du XXe siècle, alors nous on n'a pas les références parce qu'on grandit pas du tout avec ce genre de livre, mais ce livre est très très beau, et j'aurais pu vous en présenter plusieurs parce que j'adore la littérature nordique, j'en ai lu quelques-uns chez Zulma et je continue à en lire, mais celui-ci parle quand même d'une ascension et d'une expédition dans une montagne, et il fait assez froid, voilà, c'est compliqué. Je vous parle donc du Berger de l'Avent, c'est un tout petit livre de Gunnar Gunnarsson, donc vraiment un auteur qui a écrit pas mal de choses, il a été pressenti pour avoir le prix Nobel, hein, donc le mec pèse. Petit texte, cette petite nouvelle on pourrait dire, très mignonne, parce que bon, les éditions Zulma, moi j'adore le travail éditorial dessus, même si c'est des livres extrêmement fragiles, pas d'eau, je vous conseille pas du tout de les prendre dans les transports en commun parce que vous allez l'abîmer, il n'y a pas de protection sur les couvertures, c'est des couvertures papier, vraiment sans pelliculage de protection, mais c'est ce qui fait le charme aussi. En fait, c'est l'histoire d'un berger qui s'appelle Bénédicte. Bénédicte, donc, tous les ans, avant que l'hiver s'abatte vraiment sur la montagne, doit aller chercher son bétail, et cette année Bénédicte gagne en âge, voilà, c'est un peu un vieux monsieur, et accompagné de son chien et de son bélier, il va faire cette ascension. Le problème qui va se poser cette année, c'est le blizzard qui s'annonce beaucoup plus tôt que d'habitude, donc c'est vraiment moi, alors si je peux faire un parallèle qui va pas forcément parler à tout le monde, mais c'est Balto, voilà, si je peux me permettre, il y a cette ambiance de Balto, il y a cette ambiance de chien de traîneau, même s'il n'y a pas de chien de traîneau, là c'est un chien et un bouc, donc vraiment c'est original, il n'y a que dans les histoires nordiques qu'il y a des boucs qui sont personnages principaux, mais il y a cette histoire d'animaux et d'humains qui vont partir pour une expédition et qui vont s'entraider, et sortez les mouchoirs parce que ce livre est très triste,
Pas peut-être aussi triste que Lettre à Helga qui quand même te met une gifle dans la tête où t'es en mode mon dieu, sortez les mouchoirs. Là il y a quand même, je crois que j'ai pleuré aussi à la fin de ce livre, mais c'est un récit sur un vieux monsieur qui fait ça depuis des années, sur la beauté de la nature, sur l'amitié avec les animaux, dans le froid polaire. Ça se lit super vite, tu te poses là-dessus sur la plage en une après-midi, même bon, après ça dépend de ton rythme de lecture, et moi ça me fait une petite heure de lecture, même pas. Il fait 70 pages, mais c'est court, mais c'est la preuve qu'avec un récit court, tu peux tellement en dire de choses, et quand c'est bien écrit, quand c'est bien fait, quand c'est beau, quand c'est poétique, pas besoin de faire 500 pages. Et Le Berger de l'Avent, c'est un classique qui est lu, il me semble, dans les écoles en Islande. Vraiment, c'est un gros classique littéraire là-bas. C'est un texte assez marquant et qui parle beaucoup de la vie. Voilà, il est dit, le livre est un peu inspiré du Vieil Homme et la mère d'Hemingway, donc on est sur ce genre de texte. Voilà, ce texte que je dois lire aussi parce que j'ai envie de lire Hemingway depuis quelques années, mais voilà, je vous le conseille vraiment parce que c'est court, c'est beau, c'est pas compliqué à lire, et la force des Nordiques, c'est qu'ils arrivent à... J'ai pas retrouvé ça en France, hein, mais à dire tellement de choses en tellement peu de mots, à parler, c'est des peuples, parce que ça soit l'Islande ou d'autres peuples du Nord, qui sont pas très expressifs dans leurs sentiments, mais c'est plutôt dans les gestes et dans certaines paroles qui sont beaucoup dans le sous-entendu, qu'ils expriment beaucoup de choses, et les auteurs sont très bons pour parler de la nature, et de ce que ça leur inspire, et de la rudesse de la vie. Bref, une petite pépite. On va passer ensuite à des choses un peu plus fantasy. Je vais vous présenter la seule trilogie que je vais vous présenter. Alors je vous en ai parlé beaucoup sur la chaîne parce que pour moi ça avait été un coup de cœur. C'est une trilogie que j'adore et je trouve que c'est une trilogie qui peut être autant lue par des bons amateurs d'imaginaire que des gens qui sont pas trop habitués à l'imaginaire, parce que il y a quand même une partie un peu historique dans le texte, plutôt légende. Voilà, je trouve qu'il y a un côté mythe, légende, conte, qui fait que pour un lectorat qui est pas trop habitué à ça, ça peut être assez sympa à lire. Je vous présente donc L'Ours et le Rossignol de Catherine Arden, qui avait été une saga, une trilogie absolument magnifique pour moi, qui se passe dans la Russe, donc l'ancêtre de la Russie. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Vassia. Vassia, c'est la dernière née de sa famille. Et Vassia, elle est un petit peu différente de ses frères et sœurs. Faut dire qu'elle n'a pas connu sa mère qui est morte en couche, il me semble, voilà, elle n'a pas pu la connaître, et qui était un peu particulière, vue un peu particulièrement dans le village. Son père, c'est une sorte de seigneur du coin. Et on va suivre dans le premier tome la jeunesse de Vassia, un petit peu considérée comme une sorcière par les autres, parce qu'elle vraiment elle a un comportement assez particulier dans sa cour, dans le système politique qui se met en place, où on voit qu'il y a pas mal de choses qui bougent en russe, plutôt l'arrivée de la religion orthodoxe plutôt que du catholique, avec un prêtre qui va arriver dans son village et qui va s'opposer un petit peu à toutes les croyances du coin. Et en parallèle, Vassia va rencontrer un être particulier, on pourrait dire une sorte de démon quasiment, une créature, un dieu, on ne sait pas, avec qui elle va échanger et qui va bouleverser sa vie. On est vraiment sur la lutte entre une thématique que j'aime beaucoup, la nouvelle religion monothéiste et les anciens cultes. Ici, on est beaucoup dans les légendes, on va dire, plutôt russes, avec vraiment tout un bestiaire. Hein. Il me semble qu'on a des kappas, voilà, ce genre de choses, des choses qu'on voit assez peu en littérature, on va dire, européenne, et c'est ce qui en fait le charme. Vassia est un personnage hyper attachant parce que elle est forte, elle est digne, elle est combattante. Il y a une histoire d'amour qui va se développer dans le texte que je trouve magnifique et pas trop cringe, parce que ça aurait pu l'être vraiment, mais très bien pensé. Et au-delà de ça, il y a tout le contexte politique de l'époque, parce que là je vous parle de Vassia, mais il y a ses frères, et après ça va se développer, on va la suivre un peu plus vieille, et la fantaisie va prendre aussi un peu plus de pas, mais on est vraiment dans cette ambiance du froid. Faut imaginer cette petite fille dans la neige, à voir des créatures, à échanger avec eux, et la créature qu'elle rencontre, c'est presque la personnification de l'hiver en fait. Donc on est vraiment dans cette ambiance-ci, c'est un livre, c'est un voyage, voilà, pour le coup, et le premier tome est vraiment une introduction, il faut vous laisser conduire, mais pour moi ça a été une réussite. C'est un livre que j'adore et j'ai tellement envie de lire plus de littérature inspirée des mythes russes, parce que c'est une mythologie qui est tellement riche et tellement... il y a un charme derrière ces créatures, il y a une esthétique
il y a quelque chose qui change un petit peu de nos esthétiques européennes, et même si on retrouve bien sûr des créatures plutôt de nos bestiaires, parce que tout s'influence hein, bien sûr, mais le personnage est chouette, l'univers est super sympa, hein, c'est plutôt du fantastique, et il y a tout ce que j'aime, il y a de la politique, il y a du world building, il y a du conte et de la mythologie, et pour le coup c'est une des plus belles histoires d'amour que j'ai lues ces dernières années, du genre moi j'ai trouvé ça superbe, bien fait, et digne d'intérêt. Voilà, elle est vraiment maîtrisée, et pour que je vous dise ça, c'est que je le pense vraiment, parce que vous savez, moi et l'amour, pas quelque chose qui est vraiment facile en littérature, je trouve ça souvent très niais, et là j'ai trouvé ça très très beau, voilà. Et ensuite, alors là on est sur un autre délire, c'est un livre qui s'inspire d'une tragédie assez connue, hein, voilà, c'est quelque chose, si vous êtes un minimum sur YouTube, vous avez dû en entendre parler, parce que c'est un des mystères, on va dire, maritimes les plus connus, on va dire. Je parle de Terreur de Dan Simmons. Alors là on est sur une pavasse, mais une pavasse qui vaut vraiment le coup. Moi j'ai adoré ce livre, de toute façon Dan Simmons, je crois que j'ai tout aimé de ce que j'ai lu de lui, parce que je trouve que c'est un auteur assez formidable, notamment un très bon auteur de nouvelles. Terreur, ça s'inspire donc de l'accident du HMS Erebus et du Terror. Ça se passe en 1845. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la légende, c'est une expédition qui était là, alors il me semble pour traverser le pôle, c'était le nord ou le sud, bref, pour pas traverser un des pôles. Voilà, il y a eu plein de légendes, et ces légendes sont inspirées dans le texte. Donc on est le 19 mai 1845, on suit donc cette expédition, est à multi-points de vue. Alors on a le capitaine qui s'appelle John Franklin, mais on a plein de personnages, on a lui, on a des mousses, on a des gens plus ou moins moralement stable, voilà, on a même une Inuit qui va être, il me semble que c'est une Inuit qui va être capturée et avoir un rôle un peu prophétique, elle n'a pas de langue, donc voilà, il y a des choses un peu bizarres qui se passent, on a plein de points de vue, et cette expédition va mal se passer, dans le sens qu'ils étaient mal préparés, il y a eu, alors ça c'est tout le début, mais il y a eu des problèmes au niveau de la conservation de la nourriture, beaucoup de maladies, et un accident et une créature, voilà, là on est plutôt sur la piste de la créature et ce genre de choses, qui poursuit un peu les personnages, et c'est une ambiance dans le texte hyper angoissante, le bouquin est vraiment fait pour ça. C'est un livre qui est assez recherché sur l'historique, hein, voilà, des événements, on a les vrais personnages qui sont partis, on a les causes, je veux dire la cause de la malnutrition, des problèmes, ce genre de choses. Voilà, il y a des théories qui sont mises dedans ou quand tu vas vers la fin paraissent assez probables, même s'il y a une grosse dose de fantastique dans le texte, voilà, c'est assumé, mais c'est ce qui fait le truc terrifiant. C'est un texte sans concession vis-à-vis des personnages, vous allez vouloir vous arracher les cheveux, vous allez vouloir pleurer, vous allez vouloir vous dire que c'est injuste, mais le texte est plutôt bien fait, l'ambiance est hyper réussie, même si ça parle de navigation et de bateau et d'expédition. En fait, il y a tellement de soupçons, de complots, de qu'est-ce qui se passe, que les gens sont tellement tendus que t'as une tension pendant tout le texte qui te conduit à l'adorer. Et la fin, alors c'est un texte à pas mettre entre toutes les mains parce qu'il y a des choses qui sont assez violentes, voilà. On est sur une expédition qui se passe mal où il n'y a pas à manger, voilà, donc il y a des choses un peu violentes dans le texte, mais l'ambiance du froid, bah là ça va vous refroidir tout de suite. Voilà, et en plus vous allez apprendre des choses sur une catastrophe maritime qui a marqué, on va dire, son siècle, et surtout ça a été la première tentative, je crois, une des premières tentatives de passer le passage entre le nord et l'ouest, et malheureusement on n'a jamais trop su les raisons, et le livre est assez complet. Je sais que quand il est sorti, les gens, même les chercheurs et tout, étaient assez conquis par le fait que Dan Simmons avait fait des recherches et qu'il y avait pas mal de choses qui étaient assez concrètes sur le sujet, mais je peux vous dire que ça va vous filer le frisson. L'ambiance avec la créature, voilà, t'es pas toujours très à l'aise, et c'est ce qui en fait le charme, de mélanger ce côté fantastique, horrifique, avec ce truc d'expédition, et en même temps avec des choses qui sont très dans le concret sur la survie. Si vous aimez les trucs de survie dans le froid, ça va vous plaire. Alors moi personnellement c'est quelque chose que j'adore, notamment au cinéma, où j'avais vu, je crois que c'est le film aussi, parce qu'il y a une adaptation de Terror que je n'ai pas vue sur HBO il me semble, mais il y a un film qui s'appelle Antarctica il me semble aussi, avec Matt Mikkelsen, où ils ont un accident d'avion et pareil ils doivent survivre. Moi c'est le genre de truc qui me plaît, et là pour le coup c'est plutôt une bonne réussite, et on voit pas du tout les 1000 pages passer. Moi je l'ai dévoré le bouquin, c'était vraiment passionnant, même si le début est assez...
comment dire, tourné vers le nautique, comment on organise une expédition et ce genre de choses, mais je trouve ça super intéressant, le rapport des hommes entre eux, le fait que y a une femme sur le bateau et que ça peut provoquer voilà des choses, et il y a aussi toutes les légendes un petit peu des peuples qui vivent sur la glace, et ça c'était vraiment très très intéressant, donc je vous le conseille, c'est un super livre, c'est un peu devenu un classique du genre, mais je le vois pas trop tourner alors que c'est vraiment un très 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 bon livre. Donc sur ce, j'espère que vous avez été assez rafraîchis avec cette lecture du froid. Je vais vous laisser, n'hésitez pas à me conseiller d'autres lectures du froid, alors j'en ai bien d'autres, mais comme je vous avais dit, j'avais fait une vidéo en 2019 sur les littératures un petit peu du froid, mais c'est un genre que j'aime bien, voilà, parce que souvent c'est assez angoissant et c'est prompt à l'horreur ou à des situations qui sont pas toujours très agréables pour les personnages. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne lecture, une très bonne journée. Je vous le rappelle, La Forêt aux fleurs d'or sort le 16 août et je vous remercie par avance.